Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo grande arène, techniquement, puisqu'aujourd'hui on va faire un peu de théorie crafting, on va dire. On va se remettre dans le bas du 5 contre 5. Je suis pas encore sûr que ce soit du 5 contre 5, la grande arène, mais en tout cas si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a eu une annonce quelque part qui disait que c'était du 5 contre 5, mais en général en ce moment c'est vraiment une de 3 vs 3, une de 5 vs 5, et ils enchaînent comme ça, donc voilà, donc aujourd'hui on va faire un peu de théorie crafting, faire quelques rappels aussi, et voilà. Donc on va être parti, donc quelques petits trucs. Je vais rappeler des teams que j'ai déjà utilisés dans la dernière saison, mais aussi je vais théoriser quelques petits trucs qui pourraient être intéressants à faire, à essayer, etc. Donc ça va être cool, je pense. Et en plus de ça, j'ai des petits nouveaux qui sont apparus dans mon inventaire, donc voilà. Je pense que je vais commencer par la défense. Qu'est-ce que je vais utiliser pour ma défense? Alors déjà, moi, je suis vraiment un grand fan de Dark Raven en défense, puisque cette dernière, si il y a quand même pas mal de counters à cette team, hein, soyons honnêtes, mais ça reste quand même une team assez imposante en défense. Il faut avoir le bon counter. Ça peut très vite tourner au vinaigre si vous utilisez une team basée sur la speed. Je pense si vous utilisez un counter genre chaque Cyclone avec Anakin, une team Palmé ou quoi, si vous n'avez pas les bonnes speeds, ça peut très vite être problématique. Aussi, si vous n'avez pas de quoi tomber cette team en défense, ça peut être problématique. Si admettons vous avez mis par exemple votre Dark Raven en défense, et ben vous êtes aussi dans le problème que vous pourrez pas tomber ma team par exemple. Bon, après il y a quand même quelques counters, mais c'est quand même assez limité on va dire. Et parfois en cas de fail, ça peut être assez dramatique de récupérer parce que vous allez devoir être obligé de soit utiliser une deuxième team très forte, ou vous avez déjà tout simplement perdu des bannières. Donc je trouve que c'est une team très intéressante. En plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le soldat Sith. Vous pouvez le voir, il est pas très bien équipé. Il est équipement neuf à l'heure où je tourne la vidéo. En fait, sa seule utilité, on va dire, c'est que il est. En fait, c'est un Breton. Un Breton, je le rappelle, c'est un personnage qui utilise la raillerie en début de combat, avant même que l'ennemi puisse jouer un tour, en fait. C'est important parce que les Dark Raven, si votre adversaire a un Dark Raven plus rapide que le vôtre, il peut utiliser la capacité peur sur Dark Raven. Enfin, c'est, je sais plus le nom de la capacité, on va vérifier ça tout de suite. Mais en gros, s'il utilise cette capacité, toute votre team est sous peur. Voilà, la folie, juste ici, qui inflige la peur à tout le monde. Et, et en gros, ça inflige la peur à toute votre équipe. Et en gros, c'est un passe-tour. En gros, toute votre team passe son tour. Et en fait, en faisant ça, en fait, votre adversaire a déjà gagné. Alors que si vous utilisez un Breton, comme le soldat Sith par exemple, c'est ce Breton qui va être pris pour cible par la capacité folie. Et cette fois-ci, il n'y aura plus que Dark Raven et le soldat Sith qui sera sous l'emprise de la peur. Ainsi, Malak, Bastila et HK ont le champ libre pour jouer. Donc c'est pas gagné une fois enfin, si votre adversaire a un Dark Raven plus rapide, c'est pas gagné parce qu'il y a un Breton pour contrer justement ceci. Donc c'est pas un 100% win rate. Donc voilà pour cette première team. En plus de ça, Malak aussi est un personnage très puissant, c'est un tank. À 3 paliers de sa vie, il lance le Drain Force qui permet de récupérer 100% de sa santé. Donc autant dire que c'est très très puissant. En plus je l'ai relique 7, donc c'est pas rien. Donc voilà. La deuxième team, ça va être les druides séparatistes. Je suis en train de monter Grievous, et l'équipement 12, comme vous pouvez le constater. Je compte bien l'augmenter équipement 13. Mais ça, je suis pas sûr que pour la première semaine de la grande arène, je puisse l'avoir à ce niveau d'équipement. Mais c'est pas grave, hein. Dans l'idéal, c'est qu'à terme, je l'ai 13 équipement 13. Pour au moins le début de la deuxième semaine, ce qui est largement probable, étant donné que je suis en train de le farmer à 100%, donc voilà. C'est une team, déjà, les counters sont soit overkill, donc ça c'est ce que je veux, soit c'est très très contraignant. Je pense au counter Revan, généralement c'est ce qu'on utilise, puisque en fait c'est quand même un très gros pourcentage de win rate, et très souvent avec de bonnes bannières on va dire.
Donc voilà pourquoi j'utilise cette team en défense, ça force le Revan à être utilisé. Donc voilà, ensuite il y a quand même le counter des Sœurs de la Nuit contre Grievous, mais c'est vrai qu'en Division 2, des gens avec des cross team Sœurs de la Nuit, c'est quand même assez rare, faut le dire. À ce stade, on est toujours en train de farmer quand même tout ce qui est cross team, à savoir que les Dark Revan, les Gas, etc. Par conséquent, je m'attends pas à avoir un type qui a une genre Mertalzin équipement 13 avec une Daka Relic 7. Donc, si mon adversaire veut tomber ma team, il va falloir utiliser quelque chose de très 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 puissant, notamment une team Revan. Donc c'est pour cela que je vais la mettre en défense tout le temps. Parce que même si mon adversaire est tout courant que j'ai cette team en défense, il doit utiliser soit Revan ou Padmé qui fonctionne aussi bien. Ou alors, s'il est complètement fou, il peut utiliser Palpatine Leader avec Traya, etc. qui fonctionne bien d'ailleurs. Mais c'est soit ça tourne au vinaigre et vous mourrez, soit vous avez très peu de bannières. Ça tourne entre 50 et 55. Et si vous avez de la chance, c'est 55 bannières. Donc faut voir. Mais ouais. Après, le problème, c'est que mon Grievous n'est pas encore très bien équipé, donc mon adversaire pourrait utiliser cette team assez facilement finalement. Mais il faut en avoir connaissance. Ensuite, mes Sœurs de la Nuit, c'est typiquement le genre de team que je vais mettre en défense. Déjà parce que c'est quand même une team assez solide. Faut savoir que j'ai une Assage modée full attaque. Donc si elle venait à lancer une attaque en zone, ça pourrait être assez destructeur. Mais surtout, ça fait partie du genre de team que je mets en défense, puisque le problème étant que les Sœurs de la Nuit n'ont aucune récupération de protection. Ce qui fait que si mon adversaire lance ne serait-ce qu'une attaque en zone, et ben je perds 5 bannières sur une seule attaque. Et c'est impossible de revenir là-dessus. Après, j'ai quand même l'esprit qui a la prévoyance, mais il suffit qu'il prenne 2 attaques d'affilée et c'est fini, donc c'est problématique. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je les mets en défense. La deuxième, comme je le disais, c'est qu'Assage a un gros potentiel de destruction de bannières. Et en plus de ça, c'est quand même une team assez relou. C'est le genre de team que vous pouvez mettre sur le devant en bas, qui peut, disons-le, pousser votre adversaire à devoir utiliser une bonne team, et le faire douter surtout. S'il voit cette team sur le devant, il peut se dire que c'est peut-être une team suffisamment puissante pour protéger le back, ou alors une team... je sais pas comment expliquer ça, on va dire, mais disons que mettre ça sur le devant, vous pouvez faire douter votre adversaire. C'est vraiment l'idée que je veux que vous reteniez. Parce que peut-être il va se dire que c'est votre team, une team suffisamment puissante pour protéger le back et derrière il y aura rien. Ou alors c'est une team pas très puissante mais qui est juste là pour l'embêter, lui pousser à faire des erreurs parce que vous cachez quelque chose dans le back. C'est vraiment ça que j'essaye de dire. Donc ça c'est vraiment une team que je vais mettre en bas. Juste pour saouler mon adversaire en fait. Donc voilà. En plus de ça, l'acolyte qui est invisible 90% du temps. Et en fait, j'ai fait exactement l'erreur que je devais pas faire en guerre de territoire. Donc vous savez, le mode de jeu 50 versus 50. J'ai fait l'erreur d'utiliser une team premier ordre sans Hux avec Wattembor. Et il y avait l'acolyte justement en face. En fait, j'ai fait un timeout bêtement. Alors que c'est moi d'habitude qui dit oui, faut pas faire de timeout, il vous faut une team qui peut attaquer en zone. Et moi, comme un gros blaireau, j'ai envoyé la team première ordre sans attaque en zone, donc je peux vous dire que c'était assez drôle. Et je me suis retrouvé à devoir clean up un acolyte équipement 12, parce que j'avais oublié que le zombie est indestructible tant qu'il y a une Sœur de la Nuit sur le terrain, mais en même temps l'acolyte est tout le temps invisible. Du coup je me suis retrouvé en égalité, en timeout, puisque j'ai oublié de mettre une attaque en zone, donc voilà, c'était... une grosse erreur de ma part, mais c'est typiquement pour ça que moi je la mets en défense. C'est pour justement, si mon adversaire est pas au courant ou qu'il n'a pas l'habitude de voir des acolytes, qu'il se trompe et me fasse gagner 20 bannières gratuitement comme ça. Ensuite, les Géonosiens que je mets en défense. Alors ça, je suis quand même assez peu partisan des Géonosiens en défense, mais j'y suis encore moins partisan des Géonosiens en attaque. Donc je vais expliquer, bien sûr, comme d'habitude. Pourquoi j'aime pas trop en attaque? Parce que c'est un peu le même principe que les Sœurs de la Nuit, une attaque en zone et c'est terminé. Cependant, il y a quand même une grosse capacité de récupération de protection sur le Géonosien, l'Alpha Géonosien, puisque sa dernière spéciale
soigne la protection et la santé en plus de dispel les malus. Mais le problème étant que étant donné que la team fait quand même pas mal de dégâts, vous pouvez finir le combat trop vite, et justement si vous prenez une grosse attaque en zone, et ben vous pouvez perdre 5 bannières, entre 1 et 5 pardon, parce qu'en vrai parfois il se peut qu'il n'y a qu'une seule personne qui prenne des dégâts, et au final vous perdez qu'une bannière. Mais c'est vrai que quand vous prenez une attaque en zone, en général c'est tout le monde qui prend. C'est très rare d'avoir 4 esquives et un seul personnage touché, mais bon. C'est vrai que c'est assez compliqué de timer correctement le soin de l'alpha, donc voilà. Mais après, j'exclus pas la possibilité qu'un de ces 4, je la joue tout le temps en attaque. Quand j'aurai fini les gears, là je suis en train de travailler sur Sunfac pour le monter équipement 12, et pareil pour le soldat et l'espion. Mais c'est vrai que c'est pas une team que j'apprécie en attaque. Et en défense, pourquoi j'aime pas, c'est parce qu'en fait c'est une team où généralement vous avez un seul réflexe quand vous voyez les Géonosiens, c'est vous sortez Traya et basta. Vous perdez 3 bannières de santé de protection sur chacun des personnages, mais c'est une escouade rigide gratos, puisque généralement vous faites le trium versus les 6, en comptant la brute évidemment, et vous foncez tête baissée, et voilà. Bon, après si vous avez de gros Géonosiens, genre l'espion Relic 7, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus problématique de sortir Traya en moins de 10 secondes. Mais moi, c'est pas mon cas, donc si mon adversaire a une Traya potable, genre équipement 11 voire 12, en fait ma Géonosienne elle va tomber facilement. Donc moi le but, c'est je la mets surtout en défense contre des types qui ont une très mauvaise Traya, ou alors si j'ai conscience que j'ai un très gros avantage sur mon adversaire en termes de roster, et je me dis que je pourrais exploser sa défense avec un gros score, et même si je lui donne des bannières gratuites, ça sera pas trop grave. Après, comme je l'ai dit, c'est quand même 3 bannières en moins. Mais encore une fois, avec les 2 escouades réduites, vous ne lui en faites perdre qu'une seule au final. Donc c'est pas vraiment exceptionnel, je dirais. Mais disons que si votre adversaire a pas de Traya, ou que vous utilisez une deuxième team qui lui force à cramer sa Traya, en vrai ça peut être une bonne idée. Enfin bref, je vais pas épiloguer 150 ans, c'est une team assez connue au final, les Géonosiens, hein. Je pense qu'elle a plus de secret pour personne, tout le monde l'a farmé dès le début, dès sa sortie, donc au final voilà quoi. Donc voilà. Après la résistance, une team que je déteste en attaque parce que je perds tout le temps avec, même contre des teams très très nazes. Donc je la mets en défense. Parfois elle tient un combat, parfois elle se fait péter sans trop de soucis. Donc c'est assez problématique, mais bon, je préfère la mettre en défense et qu'elle se fasse facilement exploser plutôt que la garder en attaque et au final perdre comme un loser, on va dire. Donc voilà. Je vais pas épiloguer, au final c'est juste une team que je mets en défense parce que j'ai pas envie de la garder en attaque et que j'ai besoin de combler ma défense, on va dire. La dernière team, c'est vraiment une team que j'ai envie d'essayer. C'est une toute nouvelle team, je l'ai jamais essayé et j'ai envie de l'essayer. Donc qu'est-ce que cette team a de spécial? Déjà, Noot Gunnery en leader. Ces extorsions sont vraiment horribles. Pour en avoir fait les frais sur un deuxième compte, j'ai pris tarif. En fait, l'extorsion, je vais vous décrire très rapidement ce que ça fait. J'ai pas en détail tout, mais voilà. Confère la capacité d'extorsion à la cible ennemie si elle dispose déjà d'extorsion. La capacité est conférée à l'ennemi le plus faible qui n'en dispose pas. Donc déjà, c'est vraiment un truc qui se propage assez rapidement, donc c'est vraiment relou. Ensuite, inflige un malus de vitesse à tous les ennemis pendant 2 tours, donc ça c'est horrible. Déjà que vous avez l'extorsion, mais en plus vous avez un malus de vitesse. Et inflige 20% de dégâts liés à la santé maximale aux ennemis qui disposent d'extorsion, ne peut pas être esquivé. Les ennemis qui utilisent l'extorsion confèrent l'effet bénéfice aux alliés séparatistes. Extorsion supprime l'extorsion, récupère 10% de santé et confère aux ennemis séparatistes l'effet bénéfice. Bénéfice, 10% de chance de coup critique et 50% 10% de chance de coup critique et de dégâts critiques par cumul jusqu'à 50% maximum. Donc si vous avez 5 bénéfices, vous avez 50% de chance de coup critique et 50% de dégâts critiques, donc ça c'est assez insane. Mais couplé au lead,
Les alliés séparatistes ont plus 15% de vitesse de pouvoir pour chaque ennemi qui dispose de l'extorsion. C'est-à-dire qu'en 5 contre 5, vous faites 15% x 5, donc 5 dans 30, 60, ça fait 75% de vitesse, donc c'est assez insane, on va pas se mentir. Donc vous êtes très rapide, mais en même temps votre adversaire a un malus de vitesse, donc il est encore plus lent, donc vous êtes très très rapide. Donc je trouve ça vraiment très très cool. Chaque ennemi qui termine son tour avec l'extorsion dissipe ses propres améliorations et confère l'extorsion à un autre ennemi aléatoire qui n'en dispose pas. Donc c'est vraiment insane. Donc Newt Gunray en leader c'est déjà quelque chose, mais couplé à ça que vous rajoutez un petit Jango Fett. Donc alors faut que je vous trouve exactement le truc. Donc en gros, Jango Fett, quand il est sous un leader séparatiste, il peut pas déclencher sa prime normalement, comme quand vous êtes sous un chasseur de prime, genre sous Bossk, il vous suffit de frapper un ennemi. Non, en fait, le chasseur de prime, quand il est seulement Jango Fett, quand il est pas sous un lead de chasseur de prime, son contrat se déclenche automatiquement au début de combat. Enfin, quand il est sous un leader séparatiste, plus précisément. Son contrat se déclenche dès le début, ce qui fait que sa prime, ça lui donne déjà l'immunité aux dégâts pendant 2 tours, donc ça c'est cool, et un 50% d'attaque. Donc sous le lead de Newt Gunray, vous avez 50% d'attaque d'office puisque vous avez le contrat et vous êtes immunisé pendant 2 tours aux dégâts, donc ça c'est vraiment très très cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses très intéressantes? Non, bon après ça reste quand même un gros damage dealer, hein, Jango Fett, sous chasseur de prime ou non, hein, c'est quand même très très fort. Surtout l'explosion de shrapnel qui fait quand même de gros dégâts. Donc ouais, sous Newt Gunray ça peut être très intéressant. En plus de ça, Newt lead, hein, vraiment comme j'ai dit, c'est très très fort. Donc ça voilà. Ensuite, le duo Mission et Zalbar, donc vous avez vu que j'ai pas mis Kars lead, puisque du coup je l'ai remplacé par cette team qui me semble être déjà plus intéressante, je trouve. Donc la mission, voilà, hein, une Vorienne avec Zalbar. Donc un duo assez fort qui va mettre pas mal de malus, qui va ralentir les adversaires, donc rajouter en plus des malus de vitesse de Newt Gunray, quelques malus, la cécité entre autres, et faire quelques dégâts. Donc vraiment j'ai mis un duo cancer dans un trio cancer, c'est vraiment quelque chose d'assez magnifique que j'ai pu faire, donc c'est une petite team à laquelle j'ai pensé qui peut être assez intéressante, je trouve. Et enfin j'ai rajouté une Fizz Nest que je compte pas utiliser en attaque, pour la simple et bonne raison que j'ai d'autres teams pour l'attaque que je compte bien utiliser, donc voilà. Enfys Nest, hein, un personnage qui à chaque fois qui est frappé gagne un bonus de protection qui se reset au début de son tour, donc très très long à tuer, il faut vraiment attendre qu'elle joue ses tours, etc. Donc elle va pouvoir retirer des bannières, surtout peut-être avec la décharge de Kinétite qui inflige la confusion, by the way, donc très intéressant. Moi je l'ai modé en ténacité, comme ça mes adversaires peuvent pas jouer genre la lama batteuse, ça évite un Vador un petit peu trop énervé. Donc voilà, donc vraiment cette team là je pense qu'il y a moyen qu'elle puisse me tenir quelques holds, donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. Au pire j'étofferai au fur et à mesure en rajoutant, en enlevant certains trucs, etc. Donc voilà, j'espère que cette team me sera utile au final. Et on va pouvoir passer à l'attaque. Enfin, au team que j'ai prévu pour l'attaque. Donc voilà à peu près ce que j'ai prévu. Donc Gas Lead qui me permet de tomber toutes les teams qui ne sont pas des JL. Donc des Dark Revan, des Revan, des Padmé, tout ce que vous voulez. Même si contre Padmé, je préfère utiliser Revan pour le coup. Donc vraiment Gas, ça va être un peu ma team passe-partout, on va dire. Pas forcément très efficiente, on est entre 50 et 55 bannières pour le coup. C'est le même principe que les Sœurs de la Nuit, pas de récup de protection. Excepté avec le sacrifice de Five, mais on va vraiment essayer de garder Five en vie si possible. Et à chaque fois que Gas se met à genoux, il récupère un peu de protection à chaque fois, au fur et à mesure des tours, jusqu'à retourner debout.
Donc ça va être une team qui va surtout me permettre de tomber tout ce qui va être je cherche le nom, Dark Revan, bon bref, tout ce que je disais avant. Donc ça va être une team vraiment passe-partout, comme je disais. Ensuite, la team Revan, qui elle va me permettre de tomber des teams comme Grievous, comme Padmé, les miroirs de Revan, bref, toutes les grosses teams de ce style. Donc ça me sera très pratique pour tomber à peu près tout, hein, au final. Vraiment, Gas, il va surtout être là pour tout ce qui va être miroir, Dark Revan, potentiellement des JL si j'en rencontre. Même si ça va falloir que j'étoffe un peu plus au cas où. Mais j'ai déjà quelques petites idées, donc voilà. Donc ouais, vraiment, ça va être mes 2 grosses teams pour tomber les 2 plus grosses teams de mon adversaire. Et ensuite, on avisera avec le reste. Ensuite, j'ai le trio Palpatine, Vador, Throne. À terme, je rajouterai Piet, mais pour l'instant, je l'ai pas encore et j'ai pas un milliard de puissance galactique à investir parce que je suis presque en division 1, donc j'ai vraiment envie de faire une dernière saison en division 2. Donc voilà. Donc j'ai ce trio là pour tomber à peu près tout ce qui va être Géonosien, entre autres, les chasseurs de primes, les teams Loot Gunray, je pense. Enfin bref, à peu près tout. Tout ce qui va être les teams qui sont classés tier B, on va dire. Ou ouais, vraiment, je peux retomber pas mal de trucs avec. Peut-être faire des solotages avec Vador pour plus de bannières encore. Donc voilà, vraiment cette prochaine saison de 5vs5, je vais essayer de faire un 12-0 en essayant d'être le plus efficient possible. Donc là, je suis en train de théoriser beaucoup de trucs que je vous présente aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà. En 5vs5, le retour du premier ordre au complet avec Wat Tambor. Ça, c'est vraiment ma team fétiche pour tomber tout ce qui va être Sœur de la Nuit en défense. C'est quasi indestructible, sauf quand on envoie une team de premier ordre versus une team de Sœur de la Nuit complètement relique. Si vous vous souvenez de quelle vidéo je fais allusion. Mais à gear équivalent ou à gear inférieur, cette team va faire un carnage, donc c'est très pratique pour tomber des Sœurs de la Nuit. Et au cas où il n'y a pas de Sœurs de la Nuit, je peux toujours enlever Wat Tambor, le mettre ailleurs et rajouter Hux dans ma team premier ordre. Ou tout simplement utiliser Kylo Ren solo contre l'Ancienne République, parce que je suis convaincu que je vais en affronter à peu près 3 milliards. Donc voilà. Ensuite, la team CLS, un trio déjà assez fort de base, mais si vous rajoutez un C3PO et un Chewpio, ça va pouvoir ouvrir pas mal d'opportunités, notamment pour voir tomber les Gas ou quand le leader, à savoir Gas, est équipement 11. Donc ça sera vraiment bénéfique pour moi. En vrai, je sais pas encore contre quoi l'utiliser, mais ça c'est quand même une team un peu passe-partout, un peu très offensive. Notamment pour tomber les teams qui jouent en premier, genre Vador, on ne veut pas le laisser jouer, donc on sort un Han Solo dès le début pour envoyer la capacité tirer en premier, je sais plus, c'est shoot first en anglais, bon bref. Donc ça peut être très pratique, donc vraiment une team très offensive, que je vois très mal en défense, parce que ça c'est pas une team qui est compliquée à tomber, on va dire. Vraiment, à moins d'avoir une grosse team relique avec Chewpio relique, à ce moment-là ça peut être intéressant de le faire. Mais moi vraiment je la préfère en attaque, c'est ma team passe-partout, donc parfait. La team Padmé, donc il y a le quatuor habituel, hein, sauf que cette fois-ci j'ai rajouté Shakti. Si vous vous souvenez, avant j'utilisais Shakti en leader, maintenant que j'ai Gas, en fait elle me sert plus à grand chose, donc je l'ai mis sous Padmé, qui, aussi étonnant que ça puisse paraître, est très efficace sous Padmé. Donc au final, j'ai juste migré Shakti de la team clone jusqu'à la team République Galactique, parce que maintenant j'ai quand même Gas. Mais si, admettons, j'ai envie de faire un sabotage de Gas et d'utiliser mes clones ailleurs, je pourrais toujours récupérer Shakti pour la mettre en leader et faire une Shakti clone à l'ancienne. Donc voilà. Et de toute façon, le quatuor Padmé est quand même très efficace en A4, donc voilà. Mais si jamais j'ai besoin de Gas lead, je mets Shakti sous Padmé et on n'en parle plus. Ensuite, j'ai le trio Triumviracite, donc Traian et Illusion. Et je rajoute à ça un maraudeur si vraiment en face j'ai une team
de géonosiens un peu trop balèze, je peux toujours rajouter le maraudeur qui a le tag de site, évidemment, vu que son nom c'est le maraudeur site. Enfin bref, donc si jamais les géonosiens en face sont trop efficaces, je peux toujours rajouter lui pour tanker un peu plus, donc c'est parfait. Et enfin la deuxième team que j'ai théorisée, c'est les chasseurs de primes avec l'armurière. Ça y est, je commence à monter l'armurière. Enfin, très doucement, parce que là, j'ai beaucoup trop d'autres priorités. Donc là, je lui ai juste mis le Zeta et je l'ai juste débloqué équipement 8. Je lui ai mis quelques modes au pif. J'ai mis un set de santé, genre un truc comme ça. Sous Bosque. Parce qu'en fait, l'armurière, elle a un peu cette fonction de Watt Tembo, mais côté lumineux, j'ai l'impression. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un personnage qui m'a l'air très intéressant. Pas juste sous les chasseurs de primes, mais ça, je vais en parler en plus en détail dans les prochaines minutes. C'est cette capacité qui doit être digne du blason, si je ne m'abuse. C'est là où j'ai mis le Zeta aujourd'hui de mémoire. Exact. En fait, vous commencez le combat avec 3 lingots de Beskar. Et en gros, ces 3 lingots de Beskar, vous pouvez les octroyer à un personnage qui gagne les bonus suivants en fonction du nombre de cumuls. Donc avec le Zeta, il faut avoir conscience que j'ai mis le Zeta. Donc pour 3 lingots de Beskar, vous avez un total de 50% de défense et 15% de santé maximale. Vous avez 30% de récupération de protection en fin de tour. Et vous avez 100% de chance de contre-attaque et vous pouvez pas subir de coups critiques. Donc sans le Zeta, vous enlevez juste le confère 100% de chance de contre-attaque. Mais ça, c'est complètement abusé en fait. Puisqu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une vidéo de la Grande Arène, j'avais fait un Malak solo versus des clones. Et en fait, je suis mort vraiment à rien du tout. Quand je dis rien du tout, c'est vraiment rien du tout. Genre, juste, si j'avais survécu un tour de plus, j'aurais pu gagner. Mais maintenant, si je refaisais le même combat avec l'armurière et que je lui mettais les 3 lingots de Beskar sur Malak, en fait le solotage passait tout seul en fait, sans aucun souci, puisque avec le bonus de défense, de santé maximale et de protection, de récupération de protection, en fait Malak serait juste indestructible. En plus de ça, il y aurait eu 100% de chance de contre-attaque. Donc vu que avec sa basique on récupère beaucoup de santé, j'aurais pu tomber la chaque cyclone avec les lingots de Beskar, mais malheureusement évidemment ça n'avait pas fonctionné. Mais maintenant j'ai l'armurière, donc pour tout ce qui va être solotage, je pense à Gaz solo, Malak solo, Kylo solo contre l'ancienne République entre autres. Bon bref, tous les personnages que j'ai l'habitude de faire en solo, même Enfys Nest, en fait ça peut être intéressant d'avoir l'armurière. Surtout que j'ai vu sur YouTube que l'armurière rendait par exemple la légende galactique Palpatine quasi indestructible et qu'elle boostait à fond Rey. Donc vous voyez, c'est vraiment un personnage de la méta, c'est vraiment le Wat Tambor un peu universel du côté lumineux. C'est vraiment un personnage que je compte exploiter au maximum si possible. Bon là, les équipements 8, mais à terme, avant les 5 millions de puissance galactique, je pense que je l'aurais monté au moins équipement 12, je pense. Parce qu'elle est quand même assez pratique. Donc je pense que je vais faire ça pour le coup. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que les 3 lingots de Beskar, vous pouvez le mettre dès le début sur un personnage. Mais si vous arrivez à réaccumuler des lingots de Beskar, vous pouvez remettre ce même bonus sur d'autres personnages, puisque ce bonus est cumulable entre les personnages. Donc ça peut être intéressant dans des teams solo, dans des solotages ou dans des teams comme celle-ci par exemple, où en attaque j'utiliserai le lingot de Beskar en premier sur Bossk, puis sur Boba Fett, et puis sur Dengar, etc., etc. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Enfin bref, ça c'est vraiment les teams que j'ai théorisés qui peuvent être pratiques. Vraiment la seule team que je suis pas encore sûr si je garde en attaque ou en défense, ça va vraiment être la team Padme et la team Revan. Les deux teams là, je pense que je vais alterner, je pense, pour éviter que dans mon historique, genre dans la dernière semaine, les gens ils se rendent compte que j'ai mis 9 fois d'affilée Dark Revan et ils se diront ok, il l'a mis 9 fois, donc pourquoi il le mettrait pas 3 fois de plus. Donc je pense que une semaine je ferai Dark Revan, une semaine je ferai Padme, une semaine Dark Revan, une semaine Padme, histoire d'alterner et de bait, on va dire, les adversaires qui
qu'ils auraient tendance à aller dans mon historique. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Je parlerai un peu plus de stratégie en détail peut-être dans le premier match, mais pour l'instant, je pense que je vais juste aborder les teams et on rediscutera de tout ça au début du premier match de la grande arène en 5 contre 5 si la prochaine arène c'est du 5 contre 5. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.